Hello tout le monde, j'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Bienvenue à vous sur ce nouveau Morning Live. On se retrouve pour le brief du 10 mars et de la semaine 11. On va regarder un petit peu ce que nous a fait le Nasdaq la semaine dernière, ce qu'a fait le prix vendredi dernier, et puis tout simplement à quoi on peut s'attendre ou comment préparer notre semaine de trading. Avant de débuter, info qui a son importance. Les États-Unis sont passés à l'heure d'été un petit peu avant les Européens. Donc du coup, notez bien que pour ceux qui sont notamment à Paris, il y a un décalage d'une heure par rapport à la semaine précédente et donc par rapport un petit peu à d'habitude. Donc l'ouverture du marché américain se fera en heure parisienne à 14h30 et non pas à 15h30. Donc important de l'avoir en tête. Si on reprend un tout petit peu de hauteur sur le Nasdaq et les marchés américains, le narratif du moment, hein, clairement, ce qui me semble dominer dans l'esprit de tout investisseur, pardon, c'est que le futur paraît bien imprévisible et on a quand même, encore une fois, en tête la crainte d'un ralentissement économique aux US. Alors, vendredi dernier, on a eu un discours en deuxième partie de séance de Powell qui, lui, nous a rassurés, nous a dit que la croissance économique n'était pas en danger, que pour le moment, la Fed maintenait sa ligne directrice, qu'il n'était pas question pour le moment d'abaisser les taux directeurs. Néanmoins, je pense quand même, hein, on a quand même le sentiment, à la vue du prix, à la vue du marché, que les mots à la mode dans les esprits de tout le monde restent l'incertitude, voire la récession, hein, qu'on commence à entendre et puis à sentir planer. Alors sans plus attendre, on va peut-être regarder un petit peu le calendrier, ce à quoi on peut s'attendre cette semaine. Donc si on regarde le calendrier de la semaine, ok. Aujourd'hui, globalement, on est plutôt tranquille en termes de publication. Sur le plan macro, hein, là on est sur le calendrier macro. Demain, on va avoir les jolts, donc les ouvertures de postes, qui ne sera pas forcément la news la plus importante de la semaine. Par contre, les grosses news, on en reparlera demain, hein, tout simplement de la news de demain. Je ne vais pas m'attarder ce matin dessus. Mais les grosses news de la semaine, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, cette semaine, comment dire, le corps, l'inflation, hein. Donc le corps CPI mercredi et le corps PPI, enfin non, le PPI monthly jeudi. Donc ça, hyper important. Comment dire, la publication de l'inflation mercredi, ça va être à suivre. Donc encore une fois, on n'est plus sur les mêmes horaires. Donc ce n'est plus 14h30 comme habituellement, mais là ce sera 13h30 hein, la publication. Donc inflation à venir mercredi. L'inflation core est attendue à 3,2%. Le précédent était à 3,3%. Simplement en deux mots pour regarder un tout petit peu, si on va voir notre outil que vous connaissez maintenant, Trueflation, il nous indique quoi? Il nous indique, donc je rappelle, hein, c'est un outil l'inflation qui est indiquée là, à 1,39%, qui est ici, c'est une inflation qui est mesurée avec, enfin qui est en principe l'inflation qui sera annoncée par la Fed dans un mois et demi. Donc la data qu'on a à l'écran est une data qui a 45 jours d'avance. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à avoir une inflation qui soit annoncée donc après-demain par la Fed, qui soit l'équivalent de l'inflation ici qu'on retrouverait avec un mois et demi de retard. Ce qui nous amènerait donc si mes calculs sont bons, ça va nous amener environ par là, donc début février. Oui, c'est ça, un mois et demi. Un mois et demi, ça devrait nous amener à peu près par là. Donc on va dire entre 2,70%
et 2,20%. Voilà. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'il est probable que l'inflation qui soit annoncée par la Fed mercredi soit pour le coup en dessous de la prévision qui est à 3,2%. Ok ? Ça, c'est important de l'avoir en tête. On regardera peut-être tout à l'heure, hein. Je me souviens très bien, il y a un mois, quand l'inflation est ressortie à 3,2%, on a écrit au moment de la publication le prix en fait a retracé d'environ 1,5% de mémoire. Donc on est descendu au sud, hein, et pour rapidement rebondir et tout retracer dans l'autre sens, repartir en throwback et repartir au nord. Voilà, c'était ça qui s'était produit il y a un mois. Là, il va falloir surveiller parce que si vraiment on a une inflation qui s'annonce en dessous, qui est publiée en dessous de la prévision, ça peut être potentiellement positif pour le Nasdaq. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ça permettrait à la Fed d'abaisser ses taux directeurs. Maintenant, ça reste à suivre, hein, donc on n'anticipe pas. Voilà. Donc les news de la semaine, inflation. Semaine de l'inflation avec le core CPI mercredi, le core PPI jeudi. Et donc avoir en tête sur le plan macro, pour rester sur la partie macro, que la semaine prochaine sera donc la semaine de la Fed avec et la semaine surtout du FOMC, hein, mercredi. Donc mercredi on aura le FOMC avec l'annonce de la décision de la Fed quant au taux directeur. Donc encore une fois, décalage d'une heure, ce ne sera pas à 20h mais à 19h. Voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine. Donc voilà le programme sur le plan macro pour cette semaine. Ce qu'on va un petit peu suivre, hein, toujours un peu ce momentum qui reste très lié à l'inflation aux États-Unis, qui est suivi de près, notamment dans le contexte dans lequel on est avec Donald Trump qui mène une entre guillemets guerre commerciale et qui impose ses taxes douanières. Ok ? Sur le plan micro, on va regarder, mais ce qu'on peut noter, alors on va trier par capitalisation boursière. Ce soir, on a Oracle, mais Oracle ne fait pas partie du Nasdaq, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a publication d'Oracle, pour le coup ça ne devrait pas impacter fortement le Nasdaq, on l'a après séance. Par contre, ce qu'on a qui impactera le Nasdaq en partie, ça va être la publication mercredi, donc mercredi soir après séance, hein, 5 minutes après la clôture, Adobe. Adobe va publier ses résultats mercredi, c'est à avoir en tête. Si on reprend ma heatmap du Nasdaq, où est-ce qu'on retrouve Adobe ? Adobe est là. Donc Adobe, forte pondération quand même, hein, une belle boîte du Nasdaq qui va publier ses résultats mercredi. Il faut l'avoir en tête, on en reparlera d'ici là. Voilà, donc sur le plan calendrier, je pense qu'on a fait le tour rapide, hein, des gros events macro et micro de la semaine. Donc on va pouvoir débuter, partir sur l'action du prix, regarder un peu les graphiques, ce qu'on adore, et voilà, donc comme d'habitude, hein, je vous propose qu'on fasse un peu la technique de l'entonnoir, on nettoie un peu mes graphiques, on les reprend, et ben on va les reprendre en weekly, voilà, comme ça. Ok, donc graph weekly, évidemment, ce qu'on note, hein, pour la semaine dernière, évidemment, là maintenant, il n'y a plus vraiment de nouveautés, d'ailleurs, c'est pas la semaine dernière, ça dure depuis mi-février. Donc on en est quand même à la 3e semaine. Donc 3 semaines consécutives de baisse sur le Nasdaq. On a une vraie correction qui se met en place. Si on regarde un petit peu en termes de baisse, on est quand même sur une baisse aux alentours. Ouais, on a perdu plus de 11%, hein, sur le Nasdaq. Donc ça commence à être conséquent. C'est une correction qui est conséquente. Comme toutes les autres unités de temps, on va y revenir. Évidemment, on est plus que rentré dans les EMA. Là, en weekly, on est rentré dans les EMA violemment. On a clôturé sous la première EMA. On est en train de se maintenir au-dessus difficilement de ma deuxième EMA, qui est le EMA 50, en weekly. Et écoutez, il y a clairement des possibilités des deux côtés. Mais là, il est tout à fait possible, hein,
qu'on commence à travailler dans les EMA, quoi. De haut en bas, ping-pong dans les EMA, c'est un premier scénario. Mon EMA 30, elle est bien repliée, les autres sont en train de commencer à plier. Donc là, le prix a tout à fait... graphiquement, on peut s'attendre à travailler dans les EMA dans un premier temps. Ok, si on regarde le prix en daily, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, pendant longtemps, hein, il s'est maintenu la semaine dernière. Comment dire, on était content de voir que le prix arrivait à se maintenir en termes de clôture, parce qu'il traversait, mais en termes de clôture, il se maintenait sur ma moyenne mobile, ma SMA 200, au-dessus de la SMA 200. Donc il a tenu comme ça jusqu'au milieu de semaine. Et puis arrivé jeudi, pour le coup, au contraire, hein, là on est parti au sud et on a clôturé nettement en dessous de la SMA. Donc là maintenant on est baissier, on est fortement baissier, hein, en daily. On est en dessous de la SMA et donc là on est en train, je vais pas dire de faire du price discovery au sud, mais pas loin, parce qu'évidemment on commence à avoir un petit peu moins de repères à ces niveaux de prix. On en parlera un peu après. Donc voilà, les EMA pliés, la SMA cassée. Et là, on est baissier en daily. Si on reprend mon prix en 4 heures, encore une fois, et là, on va peut-être pouvoir remettre un petit peu. Voilà, on va reprendre. Bon, encore une fois, désolé pour le sapin de Noël. Le problème, c'est que pour ma part, hein, je fais du scalping l'après-midi, là, dans le contexte actuel, dans le contexte qui est clairement, on est sur des incertitudes, on est sur des doutes qui planent, un Donald Trump qui fait des annonces, qui revient sur ce qu'il dit, etc. Et tout ça, en fait, amène encore une fois énormément d'incertitudes et d'imprévisibilité qui fait que moi, en tant que trader, je ne me sens plus du tout de faire du swing trading hors de question, du day trading sur plusieurs heures comme je le faisais encore au mois de janvier ou décembre, ou enfin dans le passé, hein, clairement. Hein. Et ben, pour ma part, je ne me sens plus de le faire non plus. C'est-à-dire que là, on est sur des incertitudes, des unités de temps un peu plus haut time frame qui sont assez difficiles à lire finalement. Et bref, pour le coup, je ressens le besoin de prendre des positions qui soient beaucoup plus courtes. Alors, courtes dans le sens de la durée. Donc, j'ai tendance à faire que du scalping sur le Nasdaq. Parce que ça, par contre, ça reste très très lisible. Relativement... alors, pas facile, hein, parce que c'est une activité qui est très difficile. Mais c'est ce qui me semble être ce que j'arrive à faire de la manière la plus sereine en ce moment, en tout cas. Donc voilà, moi pour ma part, hein, du scalping sur le Nasdaq et tout simplement, le matin, on regarde le prix, on regarde ce qu'il a fait, on prend des unités de temps où on fait la technique de l'entonnoir, on part de très haut et on redescend doucement, on indique tous les points d'intérêt, du prix, hein, en fait, hein, que là vous avez à l'écran. Et puis ensuite, on va y revenir, mais ensuite, moi l'après-midi, quand arrive l'ouverture du coup à 14h30 pour cet après-midi, et ben tout simplement par rapport au dernier mouvement, je vais prendre mes retracements de Fibo sur des time frames beaucoup plus petits, ce qui me rajoute des points d'intérêt à tous les points d'intérêt que là vous avez à l'écran et dont on va parler. Et puis ensuite, je vais me fier aux différentes moyennes mobiles sur les différentes unités de temps et trouver constamment des résistances, des supports, des points de retournement du marché où je vais être capable de rentrer à la seconde près pour du coup sortir quelques secondes après de manière positive ou pas. Parce qu'évidemment en scalping, globalement, on prend environ une perte tous les 4 trades. Voilà, en tout cas pour ma part. Ok, donc si on regarde en 4 heures le prix, alors le prix évidemment il nous a cassé les EMA 4 heures, mais alors ça date pas d'hier. Il nous a cassé la SMA 4 heures également, mais ça date pas d'hier non plus, ça date quand même de 2 semaines maintenant. Et là on est fortement baissier. Ça paraît évident, je pense, vu à l'écran. On est fortement baissier. Si on doit retourner le prix, la bonne nouvelle c'est que de la liquidité au nord, on en a à foison. Des points d'intérêt au nord, on en a à foison. On a laissé derrière nous
pléthore de fair value gap. Fair value gap, BPR, des previous weekly high ici qui n'ont jamais été revisités, le plus bas de janvier qui est à revisiter également. Bref, si on doit aller derrière, enfin si on doit revenir au nord, clairement des points d'intérêt, on en a à foison. Maintenant, bon bah ça me semble évident, hein, de toute manière je vous posterai le graphe et les points d'intérêt sur le Facebook. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Il n'y a rien de moins sûr. Ce qui est sûr, c'est que mon canal baissier qui tient maintenant depuis 3 semaines, on le maintient. Vous l'avez à l'écran. Je vous parle de la médiane de ce canal baissier. On voit bien que le prix continue. On est exactement sur la médiane là, hein. À l'instant où je vous parle, donc à 10h le matin, heure de Paris, on est en train de continuer de slider sur ma médiane. Et on est en train d'arriver sur un des 2 points des zones de liquidité en fait qu'on a au sud qui date de l'avant Trump Trade. Voilà, donc là des points à surveiller, hein. La médiane, moi ça fait partie de mes zones de support résistance que je surveille régulièrement l'après-midi en trading. Si on regarde ce qu'a fait le prix, donc on va descendre un petit peu, hop, en 1 heure. Voilà, là on vient de passer en 1 heure. Si on regarde ce qu'a fait le prix vendredi, vendredi il a fait exactement ce dont on a parlé vendredi matin, hein, pour le coup. Rappelez-vous, donc là vous avez des niveaux 38,20, 50%. Ce sont mes Fibos tracés en weekly. Donc là les Fibos tracés en weekly, moi vendredi matin je vous ai parlé du 50%. Je vous avais dit écoutez, il est fortement probable que si on va au sud, aujourd'hui on va visiter le niveau 50%. Le Nasdaq a fait quoi? Il est parti au sud et il a posé une mèche en 1 heure exactement au niveau 50%. Un tout petit peu plus bas, ce qui me permet d'écrire mon PWL, mon Previous Weekly Low. Voilà, un tout petit peu sous les 50%, mais il est venu prendre support sur le 50%. Le niveau a parfaitement réagi. Une fois qu'on a fait ce dip au 50%, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé au discours de Jérôme Powell, qui a été la bonne excuse pour le prix, pour trouver le rebond sur le 50% et tout retracer à la hausse et revenir travailler nos fair value gap qu'on a au nord. Donc là, les fair value gap pour le moment, il est très clair, hein. On n'a pas perdu un fair value gap au nord. Depuis des semaines, on n'a pas perdu un fair value gap au nord. Donc bon, bah, c'est typique, hein, d'un fort mouvement baissier sur l'indice, hein. Donc clairement, on est venu retravailler mes fair value gap au nord. On y trouve une résistance et on est en train de repartir au sud. Est-ce qu'on va revenir au nord? Peut-être. À surveiller, évidemment. Là, on est sur des niveaux à surveiller. Notons également qu'on a fait un gap tout court, là. Donc, pas un fair value gap. On a eu un gap d'ouverture, un gros gap quand même, hein. Si on regarde entre la... attendez, on va zoomer un petit peu, là, en 1 heure, voilà. Mince, excusez-moi. Donc, alors, on a clôturé vendredi ici. Donc là, oui, voilà, on a clôturé ici. Et on a ouvert là. Ok. On a eu un gap de 0,7%. Ok. Donc gap d'ouverture de 0,7%. On peut considérer qu'il a été comblé. Alors, pour vraiment dire qu'il a été comblé, ce qu'on aurait pu espérer voir, en fait, pour ma part, c'est venir faire, non pas venir faire, mince. Donc non pas venir faire ça comme on l'a fait, venir récupérer la borne haute de mon fair value gap qui correspond à la mèche de la dernière bougie 1 heure de vendredi, mais plutôt venir à la borne 50% qui aurait correspondu un petit peu à mon cours de clôture. Et là, on aurait pu dire qu'on a vraiment comblé le gap. On prend la liquidité, on repart au sud. On est simplement venu au niveau du dessous, en fait, hein, qui correspond au niveau de prix qu'on a eu quand même au cours de la dernière heure qui a précédé la clôture. Et pour ma part, moi, je vois que le gap a été comblé. Je ne m'attends pas particulièrement, parce qu'on a toujours tendance à se dire que le gap va être comblé. Je ne m'attends pas particulièrement à ce qu'on revienne travailler cette zone-là parce que le gap n'aurait pas été comblé. Après, si on y vient,
Enfin, de toute manière, c'est très simple, hein. Moi, je n'anticipe absolument jamais le prix. Donc, si on revient à ces niveaux de prix-là, évidemment, on a pléthore de repères. On a ma borne haute du Fair Value Gap ici, 4 heures. Quand il y a rien indiqué à côté du Fair Value Gap, ça veut dire que c'est un Fair Value Gap 4 heures. Ensuite, on a le Fair Value Gap Daily. Regardez ce qu'a fait le prix là en direct, hein. Donc là, on a eu un fort mouvement baissier. On vient sur la médiane de mon canal baissier. On y trouve quoi? Un rebond. Voilà. Les supports, les résistances, très classiques. Euh, tout ce que je m'amuse à trader l'après-midi en fait, hein. Donc voilà, tous ces niveaux, hein, tous ces niveaux que vous avez à l'écran, c'est un sapin de Noël. C'est voilà, c'est pas évident à lire, mais c'est la survie en trading. Pour ma part, je m'appuie que sur des niveaux qui vont permettre au prix de se replier ou de rebondir. Et c'est là que je prends mes entrées à la seconde près pour sortir quelques secondes après en positif. Donc voilà. Donc écoutez, là en gros, si on regarde encore une fois en une heure, zone de liquidité un peu plus bas ici, hein. On regarde notre médiane, on a une zone de liquidité ici au niveau de mes pointillés qui date de novembre, avant le Trump Trade. Ensuite, on a le 50%. On va avoir mon Previous Weekly Low. Ensuite, on va regarder en 4 heures. On remet l'écran en 4 heures. Voilà. Donc après mon Previous Weekly Low, là après, on a, mine de rien, on commence à avoir un trou, hein. Là, on va avoir un trou, on a un trou de combien? On a un trou d'environ 3%. Un trou, entre guillemets, où quand on regarde le prix précédemment, on ne trouve pas particulièrement de fair value gap, on ne trouve pas de vraies zones d'intérêt du prix. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, on va en parler. Par contre, globalement, là, on a un petit peu moins d'éléments type fair value gap, type... voilà, tout ce qu'on va retrouver en ICT, on en a un peu moins. Donc mon canal baissier, on va le suivre. Là, on a un gros fair value gap daily par contre. Donc là, en dessous, au niveau hein, d'ailleurs, la borne haute du fair value gap, elle correspond exactement au 61,8 Fibo weekly. Donc là, ici, si on doit venir au sud, hein, clairement, ce type de niveau-là, je m'attends particulièrement à ce qu'on vienne le visiter. Donc ça va être un niveau à surveiller si on vient au sud. Maintenant, c'est dans environ 5%. C'est pas forcément quelque chose qu'on va aller visiter aujourd'hui. À voir, hein, aucune idée, hein, on n'a pas de boule de cristal, mais ça reste un peu loin. Donc là, au sud, Fair Value Gap Daily. Si on descend au sud, on va regarder quoi, évidemment? On va regarder, là, si on vient en 15 minutes, hein, pardon, hop, simplement remettre ma souris comme ça, voilà. Bon, on va regarder des unités de temps. En fait, on va suivre comment dire, au quotidien, à la minute. On va regarder ce que font nos moyennes mobiles, ce que font les autres indicateurs type la médiane ou les bornes hautes et basses de mon canal baissier. Et on va aller prendre des supports, des résistances sur les moyennes mobiles en 5 minutes, en 15 minutes. Moi, pour ma part, en travaillant l'après-midi, non seulement je regarde toute cette partie 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, mais également 1 minute, 10 secondes. Et là je m'appuie sur tous ces niveaux, hein, support, résistance, les Fibo petit time frame, et puis également les stochastiques en petite unité de temps, les bandes de Bollinger également, avec la moyenne mobile qui est une moyenne mobile simple, une SMA 20 périodes je crois. Oui c'est ça, c'est 20 périodes dans les bandes de Bollinger. Donc voilà, ça fait beaucoup de niveaux à surveiller, mais c'est comme ça qu'on y arrive. Donc voilà, moi dans un premier temps, je vais vous poster ça. On a pas mal de points d'intérêt au nord, on a pas mal de points d'intérêt au sud. Et écoutez, je vais vous souhaiter, si c'est très clair pour tout le monde, un bon trading pour cet après-midi. Faites attention. Encore une fois, pas trop de news normalement aujourd'hui, donc on devrait pouvoir trader de manière relativement tranquille. Voilà, demain il y aura de la news, on en parlera demain matin. Et les grosses news de la semaine, mercredi et jeudi, et là on en reparlera également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Si j'ai oublié des choses que je ne les ai pas vues et que vous pouvez me sauver la vie, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire parce que ça m'évitera de faire une bourde potentiellement. Et puis ça aidera tout le monde et on en reparlera demain. Et puis sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon trading, soyez bien prudents et à demain.